Bonsoir, merci de nous retrouver ce soir. On est en direct, il est 18h30, on est comme d'habitude dans le studio de Boursorama pour ce 4e Bourse Live, et oui, déjà le dernier d'une série organisée à l'occasion de la semaine de l'éducation financière. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus sur le lien situé en haut de la page d'accueil du site Boursorama, y compris bien sûr les replays des autres webinaires qui ont été organisés tout au long de cette semaine. Et vous l'avez compris, je l'espère, avec ce titre humoristique, Toi, mon toi, référence à une chanson des années 80 pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardent. On va parler immobilier ce soir, acquisition de la résidence principale, on va parler financement, procédure d'achat en elle-même, et puis on évoquera aussi d'autres moyens d'investir dans l'immobilier, notamment avec les SCPI. Et puis pour faire le tour du sujet, pour mettre en lumière tous ces aspects, je suis entouré de 3 experts sur le plateau. Salima Damani, notaire associée. Bonsoir Salima. Bonsoir Laurent. Florence Verdon, responsable marketing crédit immobilier. Bonsoir Florence. Bonsoir Laurent. Et vous le connaissez maintenant, Nicolas Vandalen, directeur de l'épargne chez Sofidy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurent. Bon, voilà. On l'a dit, évoquer les différents aspects de l'achat immobilier. Et puis, je pense quand même, Florence, qu'il faut peut-être faire un point sur l'état du marché immobilier pour commencer, parce que ce fameux toit, notamment lorsque c'est la première fois, on a l'impression que c'est pas si simple en ce moment à acquérir. Si on suit l'actualité, alors on a entendu parler forcément de la hausse des taux, même si ça se stabilise désormais, puis on attend des baisses, des prêts qui sont moins faciles à obtenir, des délais qui s'allongent. Bref, un panorama, je l'ai fait comme ça, pas forcément incitatif, peut-être aussi un petit peu trop pessimiste. Quel est finalement, selon vous, aujourd'hui, l'état du marché et du financement immobilier ? Alors effectivement, l'année 2024 est plutôt en demi-teinte. On a une bonne nouvelle sur les taux, c'est-à-dire que les taux des crédits immobiliers diminuent, et notamment le taux moyen passe en dessous de la barre des 4%. Donc au mois de février, on est à 3,99, là où au mois de janvier, on était à 4,13, et en décembre 2023, on était à 4,22. Donc ça y est, ça redescend. Exactement. Depuis octobre 2023, on constate aussi que la durée moyenne des crédits diminue progressivement. Elle s'établit à 20 ans et 5 mois. Mais pour autant, on peut dire qu'en fait, la baisse des taux ne suffit pas à compenser l'impact des prix qui sont toujours élevés des logements, ni à atténuer le taux d'apport personnel qui est demandé aux emprunteurs pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Un ménage qui pouvait emprunter 100 000 euros fin 2022, aujourd'hui ne peut plus emprunter que 82 400 euros. Ah oui, d'accord. Donc il y a vraiment une baisse de la capacité d'emprunt. Ouais. En effet. Oui. Depuis le début de l'année 2024, on constate aussi que l'apport augmente de nouveau et à un rythme assez soutenu. Pour autant, sur le marché, on voit que les banques s'efforcent de redynamiser les crédits. Donc la production de crédit est à la hausse sur les 2 premiers mois de l'année, environ plus 35%. Donc ce qu'on peut dire finalement, c'est qu'en dépit du recul des taux, on constate qu'il y a de nouveaux emprunteurs sur le marché qui vont emprunter moins en termes de crédit immobilier, soit parce qu'en fait ils ont un projet moins coûteux que précédemment, ou alors parce que ils sont capables en fait de mobiliser un apport personnel assez élevé. Ouais, on a quand même le sentiment, quand on vous écoute, Florence, que le plus dur est peut-être passé, que petit à petit ça commence à s'éclaircir. C'est ce qu'on espère. Oui. Ce que donnent les prévisions effectivement, mais bon, rien n'est sûr pour le moment. Bon, restons prudents. C'est ça. Oui. Sinon, si on regarde en fait l'état du marché immobilier en lui-même, ce qu'on voit, c'est qu'en fait les délais de vente se sont encore rallongés sur le mois de février. Sur le marché immobilier résidentiel ancien. Donc finalement, dans la plupart des grandes villes en France, les logements mettent de plus en plus de temps à trouver un acquéreur. Aucune des grandes métropoles n'enregistre de délai de vente moyen inférieur à 2 mois. Par exemple, à Toulouse, au 1er mars, on est à 86 jours en moyenne. À Montpellier, 90 jours. Et à Bordeaux, 85 jours. Il faut prendre son mal en patience là. C'est ça. Ouais. Sur les prix, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à l'échelle de la France, on a l'impression que les prix sont quasi stables. Mais en y regardant d'un peu plus près, on voit que finalement, on a une France qui est un peu à 2 vitesses, avec d'un côté des villes où les prix continuent de baisser. Donc par exemple, à Paris, qui a perdu 6,6% en 12 mois, mais aussi Bordeaux, Toulouse, Strasbourg ou Marseille. Et de l'autre côté, on voit en fait des villes où les prix se sont stabilisés, comme par exemple à Rennes, Lyon, Nantes et Montpellier. D'accord. Donc finalement, en conclusion, la mécanique de baisse de prix est clairement enclenchée, mais par contre, on est vraiment trop tôt pour dire que là, ça repart.
Actuellement, les prix restent très élevés par rapport aux capacités de financement des ménages. Donc quand on regarde les prévisions, effectivement, on voit aussi que ça va s'éclaircir. On voit notamment une baisse des prix de l'immobilier dans l'ancien d'environ 5% au premier semestre de l'année. Bon, moi je vais rester sur cet optimisme prudent. Acheter son logement, Florence, c'est un des grands projets de vie, c'est peut-être le grand projet de vie, avec bien sûr fonder une famille, avoir des enfants, etc. Un de ceux, en tout cas, qui ne se prend pas à la légère. Comment on peut se préparer le mieux possible ? Alors oui, ok, on va évoquer les clés pour réussir son acquisition. Donc dans un premier temps, il faut estimer au plus juste son budget. On sait qu'en fait, les accords de principe des banques ont une durée limitée. Par exemple, chez Boursobank, le taux est valable 10 jours. D'accord. Donc effectivement, en cas de remontée des taux, en fait, la promesse de vente peut devenir caduque, faute de pouvoir lever la condition suspensive de crédit. Donc c'est vraiment important d'actualiser sa capacité d'emprunt tout au long de sa recherche et surtout juste avant de signer une offre. Oui. Et alors, notamment lorsque votre projet inclut la revente du bien actuel, il ne faut surtout pas surestimer le prix de vente. On est toujours un peu tenté de faire ça. C'est ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la période actuelle, le prix de vente a même peut-être probablement diminué sur un an. Et il ne faut pas non plus sous-estimer le délai pour vendre son bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, 86 jours, je crois, à Toulouse. C'est ça. Il faut prendre en compte. Donc du coup, ce qu'on constate, c'est que finalement, pour éviter toute déconvenue, il est conseillé de vendre avant d'acheter et surtout pas l'inverse. La deuxième clé pour réussir son acquisition, c'est de trouver le bon financement. Donc là, ça va de soi, mais c'est mieux aussi de le redire, il faut présenter un bon dossier. Donc dans la mesure du possible, si vous avez la possibilité de pouvoir rembourser vos crédits à la consommation, c'est un plus. Songez aussi à disposer d'un apport personnel suffisant. Alors chez Boursobank, on ne demande pas d'apport minimal personnel. Requis, ouais. En revanche, il faut quand même pouvoir couvrir les frais de cautionnement de crédit logement. D'accord. Et il faut savoir que de toute façon, l'apport va renforcer la qualité d'un dossier et qu'à contrario, l'absence d'apport va fragiliser le dossier. Ouais, donc c'est vraiment un élément important. L'idéal, c'est aussi de disposer d'une épargne résiduelle après son acquisition, c'est-à-dire en cas d'imprévu, de pouvoir aussi faire face. Le troisième conseil qu'on peut donner, c'est de choisir soigneusement son bien. Donc là, c'est vrai qu'en fait, on dit souvent qu'une bonne affaire se fait à l'achat et que l'emplacement est vraiment primordial. Donc plutôt investir dans une ville et dans un quartier avec un bassin de l'emploi dynamique ou qui présente un attrait pour les retraités. Donc on pense notamment au cœur des grandes métropoles, les communes du littoral, ou quand on ne peut pas, à ce moment-là, des communes en périphérie des agglomérations ou des villes de taille moyenne, mais qui seront bien desservies par les transports notamment. Oui. Si vous achetez en copropriété, le conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est de vous assurer de la bonne santé financière de la copro. Oui, on peut avoir des mauvaises surprises là aussi parfois. Ou alors des gros travaux à venir parfois. C'est ça. On vous apprend qu'il y a un ravalement de façade à faire. Ah, c'est pas génial. Donc bien analyser les charges et les projets qui ont été votés en AG. Oui. Et enfin, le dernier conseil, c'est vraiment de prendre en compte tous les coûts. Parce que finalement, en fait, au-delà de la mensualité de crédit, il va falloir anticiper des frais, c'est-à-dire la taxe foncière, les charges courantes, l'entretien, les travaux. Et donc vraiment, il ne faut pas se lancer dans une acquisition si le reste à vivre ne permet pas de financer toutes les dépenses courantes. Il ne s'agit pas de se retrouver dans son nouvel appart, sa nouvelle maison, très content, mais de ne plus pouvoir faire face aux dépenses qui arrivent. C'est ça. Ouais. Donc voilà, en tout cas pour cette préparation. Si maintenant on rentre dans le détail, on va essayer d'être assez synthétique, mais si on décompose un petit peu ce processus d'achat, quelles sont les différentes étapes à prendre en compte là aussi ? Alors la première étape, c'est évidemment d'estimer sa capacité d'emprunt à l'aide du simulateur d'une banque. Chez Boursobank, on a un simulateur, par exemple. Une fois que vous savez combien vous pouvez emprunter, alors à ce moment-là, vous pouvez aller repérer le bien qui correspond à votre budget. Une fois que vous avez le bien, faire une estimation précise des mensualités qu'il faudra rembourser tous les mois. Ensuite, vous passez par l'étape de la visite du bien, bien entendu, et avec éventuellement une revisite si vous pensez qu'il est nécessaire de faire des travaux, donc accompagné d'un artisan. Un professionnel qui va pouvoir vous chiffrer tout ça. Exactement. Ouais. Challenger le prix de vente via un estimateur en ligne. Par exemple, chez Boursobank, on a un estimateur qui s'appelle Mon Immobilier. Ensuite, vous signerez en fait le compromis à l'agence ou chez le notaire.
Une fois que vous aurez signé le compromis, vous pourrez ensuite faire votre demande de financement auprès d'une banque. La banque donnera un accord et c'est là que vous pourrez lever la condition suspensive de crédit. D'accord. Ensuite, vous recevrez l'offre de prêt que vous ne pourrez signer qu'en respectant un délai de réflexion de 10 jours. Ça, c'est impératif. Et ensuite viendra le rendez-vous de signature chez le notaire. Donc la banque décaissera les fonds à cette occasion. On vous remettra les clés et surtout, il faudra bien penser à assurer le bien. Donc de prendre une assurance habitation en amont du rendez-vous. Et ensuite, vous recevrez l'acte authentique quelques mois plus tard. Et voilà, Home Sweet Home, ça y est, c'est fait. Justement, alors forcément, on va s'intéresser sur la partie du financement, même si vous avez déjà évoqué des choses intéressantes. Il y a l'obtention de ce prêt. Quand on fait sa demande de crédit, et là j'ai affaire à une experte, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour qu'elle ait le maximum de chances d'aboutir? Alors on en parlait un peu déjà, oui. C'est vraiment d'estimer au mieux son budget. Oui. Donc en calculant son taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, qu'est-ce que c'est? C'est un ratio charge sur revenu. Donc qu'est-ce qu'on y met dans les charges? Globalement, ce sont les crédits à venir immobiliers notamment dans ce cas-là, mais aussi les crédits en cours, donc que ce soit immobilier ou à la consommation. À cela, on y ajoute éventuellement une pension alimentaire. Et également des charges de loyer conservées. Si par exemple, en fait, dans le cas d'une acquisition locative, vous allez rester locataire de votre résidence principale. Donc à ce moment-là, le loyer, il faudra l'intégrer dans les charges. D'accord. Et dans les revenus, donc qu'est-ce qu'on y met? En fait, globalement, les revenus, c'est tout ce qu'on gagne. Donc ça va être les revenus professionnels fixes et variables, et puis également des revenus fonciers, si tel est le cas. Alors, on entend souvent parler du taux d'effort dans la presse en ce moment. Oui. Donc, le taux d'effort, c'est un ratio charge sur revenu limité à 35%. Donc, ce qui signifie qu'en fait, vos charges ne doivent pas représenter plus de 35% de vos revenus. Oui. Donc, c'est une règle qui est fixée par le HCSF, qui est le Haut Conseil de stabilité financière, auquel les banques doivent se soumettre. Oui. C'est pour éviter justement que des ménages se retrouvent avec des prêts trop importants et qu'ils ne soient plus en capacité de les rembourser. Qu'ils soient surendettés. Oui. Exactement. Oui. Donc ensuite, vous devrez produire les pièces justificatives qui viendront à l'appui de toutes les informations que vous aurez données à la banque. Donc la première pièce à produire, c'est bien entendu le compromis de vente. Ensuite, on aura les relevés de compte de l'ensemble de toutes les banques dans lesquelles vous avez un compte. Donc généralement, on demande les 3 derniers mois. Les relevés d'épargne pour justifier d'un apport, si le dossier présente un apport. Les justificatifs des revenus professionnels, donc c'est-à-dire les 3 derniers, classiquement sont les 3 derniers bulletins de salaire et le bulletin du mois de l'année précédente. On demandera également l'avis d'imposition. Alors maintenant, ça c'est nouveau, le diagnostic de performance énergétique. Oui. Donc, c'est le fameux DPE dont on entend parler beaucoup en ce moment. Pour le bien à acheter, il va falloir qu'on obtienne ce DPE et qu'on le présente à la banque. Oui, c'est devenu une pièce obligatoire. Ah, c'est obligatoire, ok. Et en cas d'assurance déléguée, donc il faudra fournir à la banque le certificat individuel d'assurance. Bon. Et enfin, si votre dossier inclut un cautionnement crédit logement... Alors je vous coupe, Florence, justement on a une question en direct de Romain qui dit « Qu'est-ce que les frais de cautionnement de crédit logement ?» Ça va être l'occasion de l'expliquer. Donc crédit logement, en fait, c'est une alternative à l'hypothèque. Donc c'est un organisme qui va cautionner en fait le crédit et qui interviendra en cas d'impayé du client s'il n'arrive pas à faire face à ses mensualités. Donc les frais du cautionnement crédit logement sont à la charge de l'emprunteur. Donc il faudra bien penser à approvisionner le montant de la cotisation en amont du rendez-vous chez le notaire. Ou alors, en cas de rachat de crédit, avoir les fonds sur le compte. D'accord. Et attention, parce qu'en fait, en cas de crédit relais, il y aura donc un cautionnement crédit logement sur le prêt principal, mais aussi une garantie sur le bien objet du crédit relais. Bon, d'accord, très clair. Bon, ça c'est j'ai envie de dire, c'est les conditions pour le prêt immobilier en général. Forcément, des prêts immobiliers, on en fait chez Boursorama. On avait envie de présenter un petit peu l'attrait, les avantages de cette offre qu'on propose à nos clients. Oui, alors chez Boursorama, le prérequis c'est d'être client Boursorama. D'accord. En revanche, l'ouverture d'un compte est tout à fait gratuite et sans engagement. Donc on finance à partir de 100 000 € pour une durée comprise entre 7 et 25 ans.
Les projets financés sont donc classiquement l'acquisition de la résidence principale, l'acquisition de la résidence secondaire, de la résidence locative, le rachat de crédit, c'est-à-dire si vous avez un crédit dans une autre banque, eh ben, on vous propose de le reprendre. Ouais. Le crédit relais et les opérations en VFA, c'est-à-dire les ventes en futur état d'achèvement. Quand on achète sur plan, quoi, c'est ça? Sur plan, maison ou appartement. D'accord. Quel que soit le cas. Chez Boursorama, vous n'avez pas besoin de domicilier vos revenus. Ah, précision oui, intéressante à savoir. Oui. Nos taux sont toujours parmi les plus bas du marché et on vous fait directement notre meilleure offre. Donc, ce n'est pas la peine d'être bon en égo parce que de toute façon, notre meilleure Déjà, offre, de base, c'est la meilleure, d'accord. Voilà. Nous ne facturons aucun frais, donc que ce soit des frais de dossier ou des frais de remboursement anticipé, sauf rachat à la concurrence. Oui. Notre parcours est 100% digital, donc à partir de la simulation jusqu'à la signature de l'offre et au décaissement des fonds. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un conseiller attitré qui va vous accompagner tout au long de votre demande de financement. Et en cours de vie de prêt, on propose également la suspension ponctuelle des mensualités ou les modifications d'échéance. Bon, je regarde là, je vous écoute et je me dis, bon, ça a quand même l'air intéressant ce prêt, mais est-ce que je suis éligible? C'est toujours la question. Est-ce que moi, je peux demander à avoir un prêt? Quelles sont les conditions chez Boursorama? Alors, l'offre Boursorama est ouverte à tous. D'accord. Donc, quel que soit pour les salariés, la quasi-totalité des contrats vont être étudiés. On avait Douria qui nous dit, parent solo de 3 enfants, est-il une contrainte pour un emprunt? Non. On va étudier son cas, bien comme sûr, tous les autres. on va étudier son dossier. C'est pas un problème. Quand vous êtes en CDI, on vous demandera simplement de valider la période d'essai. Les CDD, les intermittents du spectacle, les intérimaires ou les contractuels, on demandera de justifier de 3 années d'avis d'imposition consécutifs, quelle que soit votre activité ou quel que soit votre statut. Pour les non-salariés, on vous demandera un justificatif pour notamment les professions libérales de justifier d'1 an d'exercice. Pour les professions indépendantes, commerçants, artisans, chefs d'entreprise, on vous demandera de justifier de 5 ans d'exercice. Et pour les micro-entrepreneurs, de 3 années d'exercice. Bon, Philippe nous demande en direct, jusqu'à quel âge peut-on emprunter pour l'achat d'une résidence principale? En soi, et pas forcément d'âge limite. Après, ce sera une histoire, on regardera finalement la couverture de l'assurance. C'est plutôt l'assurance en fait qui pourrait éventuellement être un frein. Mais chez Boursorama, on accepte la délégation d'assurance. Donc en fait, si Philippe trouve une assurance qui le couvre, on étudiera son dossier. Voilà, c'est comme les albums de Tintin, jusqu'à 77 ans et plus. En tout cas, voilà, on étudiera le dossier là aussi. Philippe, je crois aussi, Florence, on a parlé des conditions d'éligibilité. Boursorama se veut aussi un acteur de la transition énergétique et on a une offre un petit peu spécifique qu'on appelle le prêt éco-responsable. Comment ça fonctionne? En quoi ça consiste? Alors c'est assez simple, donc si le logement que vous allez acquérir appartient à la classe énergétique A, B ou C, donc ce sont des indications qui sont sur le fameux DPE, ou que vous faites l'acquisition d'une VFA, donc une vente en futur état d'achèvement, et bien à ce moment-là, vous bénéficierez automatiquement d'une remise de 0,25% sur le taux de votre crédit. D'accord, pas mal. Je continue parce que les questions crépitent sur la tablette. Romain nous dit, est-il possible d'investir dans un bien de type résidence locative sans avoir de résidence principale tout en étant locataire? Tout à fait. Oui, pas de souci là-dessus, pas de souci. Philippe. Fares nous dit, comment procéder à un rachat de crédit? Alors c'est simple, il faut demander en fait à sa banque le tableau d'amortissement et connaître exactement le montant du capital restant dû. Ouais. Et nous, en fait, Boursorama viendra rembourser la banque initiale du montant du capital restant dû. Bon, on a Nastasia qui nous dit, est-ce que le crédit logement est obligatoire? Alors, pas dans toutes les banques, mais chez Boursorama, effectivement, on fonctionne avec crédit logement exclusivement. D'accord, bon ben voilà, c'est une précision intéressante. On termine aussi parce qu'on a parlé du prêt éco-responsable, mais il y a une autre un autre système intéressant pour épargner, pour emprunter encore plus malin, c'est Boursoprime. En quoi ça consiste ça aussi? Alors tout à fait, Boursoprime, c'est un abonnement à 9,90 € par mois qui donne accès à beaucoup d'avantages. Et par exemple, pour le crédit immobilier, pour la souscription d'un crédit immobilier et quel que soit son montant, vous recevrez 50 € tous les mois sur votre compte Boursorama pendant toute la durée de vie du crédit. D'accord.
Donc, c'est-à-dire que pour cerise sur le gâteau, j'ai oublié de dire, Oui. dans le cas de 2 emprunteurs, donc c'est pas 50 €, mais 100 € qui sont versés tous les mois. Donc, si on prend l'exemple d'un crédit immobilier sur une durée de 20 ans, pour un emprunteur seul, vous recevrez 600 € par an, soit 12 000 € sur 20 ans. Oui. Et dans le cas de 2 emprunteurs, ce sera donc 1 200 € par an, soit 24 000 € sur 20 ans. Bon, ben voilà, Bourse Prime, hein, je répète son nom, vous le trouvez dans le descriptif des offres et produits et services de Boursorama. Donc n'hésitez pas à regarder plus en détail cette offre. Jean-Yves nous dit, un crédit conso de moins de 15 000 € est-il problématique pour une demande de prêt? Je pense que c'est compliqué de lui répondre en l'état parce qu'il faut considérer l'ensemble de son dossier. Un crédit immobilier de moins de 15 000 €? Non, un crédit conso, nous dit-il, de moins de 15 000 €. Alors, du coup, effectivement, le crédit conso, c'est moins ma partie. Non, mais il veut savoir si ça pose un problème pour un prêt immobilier. Ah non, pas du tout. Il faut juste voir l'ensemble. Ça fait partie des éléments qu'on étudie. Ils sont étudiés. Voilà, exactement. Tout à fait. Je pense que là, Jean-Yves, on ne peut pas vous faire une réponse comme ça, mais a priori, ça vient compléter ce que Florence a très bien décrit sur les charges et sur les revenus. Il y a quelques questions qui sont tombées au moment de l'inscription. Je vous les pose aussi. On va faire assez vite parce qu'on a énormément de succès. Jeffrey voulait savoir si on allait se lancer, ça va intéresser Nicolas, ça, dans le financement de SCPI. C'est un sujet qui est à l'étude, mais effectivement, pour le moment, à crédit, on le propose en tout cas pas en ce moment. Bon, pas en ce moment. On y réfléchit. Ça travaille. Justine, comment contracter un prêt intéressant avec Boursorama pour un projet d'achat immobilier? Qui contacter et comment avoir des informations concrètes et personnalisées sur un projet personnel? Elle le souligne 2 fois. Alors, il y a déjà ce webinaire dans lequel on a donné pas mal d'explications. Et vous le disiez, Florence, on peut quand même contacter aussi, lors du parcours, des conseillers qui peuvent vous accompagner, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, en parallèle, il suffit d'initier la demande de financement, donc sur la page produit de Crédit Immobilier Boursorama. Et en parallèle, vous pouvez contacter donc le service client qui est dédié aux offres de crédit et qui pourra vous accompagner pour compléter le formulaire ou pour vous aiguiller si vous avez besoin d'informations. Bon, on a bouclé la partie financement. Vous pouvez continuer à vous poser vos questions. On y répondra en fin de présentation et on va s'intéresser maintenant à l'acte d'achat, de vente en lui-même. Avec le notaire, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça fait peur un petit peu le notaire. Heureusement, Salima, elle va nous rassurer là-dessus. Question toute simple pour commencer, Salima. Est-ce que c'est obligatoire de passer devant un notaire quand on achète un bien immobilier? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça tranquillement, signer les papiers dans le salon? Alors, on ne peut pas du tout. On peut pas. Les papiers. En fait, pour devenir propriétaire, en tout cas, vous serez obligé de passer devant un notaire. Ouais. Dans le processus d'acquisition, la finalité, l'acte authentique pour devenir propriétaire se fait forcément devant un notaire. Du coup, la réponse est vous ne pouvez pas faire ça dans votre salon tranquillement et ne tombez pas dans le panneau de on fait ça entre nous et payez-moi et vous devenez propriétaire. Voilà, on économise un petit peu. Je pense que certains doivent avoir ce réflexe. Justement, on va en profiter. Quel est le rôle du notaire complet dans toute la procédure? D'ailleurs, à quel moment précis il faut aller devant le notaire? Est-ce que c'est vraiment en bout de ligne ou est-ce qu'on peut le faire un peu plus tôt? Est-ce que ça peut avoir de l'intérêt? Alors, pour vous récapituler un peu le rôle du notaire, le notaire est un officier public ministériel qui intervient pour authentifier des actes. Il peut intervenir en tout cas tout au long de la vie de chacun, que ce soit pour le PACS, le contrat de mariage, l'acquisition, le testament, les successions, les donations, et même pour les actes qui concernent les sociétés. Oui. Donc on intervient vraiment de manière assez ponctuelle dans la vie. Les grandes étapes de la vie. Hein. Exactement, dans les très grands projets, et l'acquisition en fait partie. Et quand vous achetez, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire intervenir le notaire que vous choisissez au plus tôt pour qu'il puisse bien vérifier les modalités de l'acquisition. Donc moi, je pense que dès qu'il y a une offre qui est formulée et acceptée par un vendeur, prenez attache avec un notaire pour qu'il puisse vérifier les pièces de votre dossier avant même la signature du compromis de vente ou de la promesse de vente. Parce que du coup, l'avant-contrat qui est soit un compromis de vente ou une promesse de vente, et l'acte qui donne les bases un peu de votre acquisition. Donc toutes les choses à voir et même parfois les choses à négocier, à vérifier, etc. se font au moment de la signature de ce premier contrat qui est le contrat préparatoire. D'accord. Et ensuite, il y a le temps pour obtenir le financement, comme l'expliquait Florence. Et ensuite, il y a l'acte définitif qui fait qu'on devient propriétaire. Donc au plus tôt vous faites intervenir le notaire, au plus tôt les informations sont vérifiées et validées. Et on peut anticiper au maximum. Donc, à mon sens, dès que l'offre est validée par un vendeur,
il faut faire intervenir un notaire pour expliquer au moins le projet, les modalités, et pouvoir être conseillé au mieux sur la manière dont vous allez acheter. Alors justement, intervenir un notaire, question très pratique qu'on nous a posée aussi, est-ce qu'il faut avoir forcément son notaire dans le cadre de l'achat de sa résidence principale ou celui du vendeur suffit 1 pour 2 ou il vaut mieux quand même se faire représenter soi aussi? Alors, 1 pour 2 ou 2 notaires, Ouais. c'est à peu près la même chose parce qu'on est des officiers on a un devoir d'impartialité. Oui. Donc on représente l'acheteur ou le vendeur, on est là pour défendre le contrat entre guillemets. Donc on ne prend pas parti pour l'un des clients. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un notaire qui peut vous représenter, avec qui vous avez peut-être des affinités, des disponibilités. On a déjà, Voilà, auquel on a déjà eu qui vous recours par le connaît, passé. exactement. Bah oui. Tout le monde a son notaire de famille, etc. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez créer des affinités. Oui. Et c'est ce qui peut vous pousser à choisir un notaire. Mais ne vous dites pas qu'en ayant le notaire du vendeur, il défendra plus votre Ça vendeur. pourrait être un petit peu la crainte qu'on a. Oui, c'est la crainte Il ne va pas vous générale. planquer un vice caché en disant « Oh, tout est bon, c'est bon, allez-y ». Et n'ayez pas peur, parce que c'est un peu la question qui revient le plus souvent. C'est pas parce qu'il y a un notaire qui représente le vendeur et un notaire qui représente l'acquéreur que ça coûte plus cher. Oui. Qu'il y ait un notaire ou 2 notaires, le prix est identique pour celui qui achète et celui qui vend. Bon. Ça ne coûte pas plus cher qu'il y ait 2 notaires. Bon, récapitule là aussi, précision importante. Et justement, puisqu'on parle de frais, question de Marilyn, quels sont les montants des frais de notaire? C'est la question que j'avais notée, parce que quand les gens ils pensent notaire, ils pensent frais de notaire. C'est l'occasion peut-être justement de mettre les choses bien au clair et d'expliquer ce que sont ces frais, leur montant moyen et comment ils se décomposent, parce que dans l'esprit des gens, c'est parfois un petit peu confus. Exactement, parce que du coup, les frais de notaire, on pense tout de suite à la rémunération du notaire. Donc, je vais On pense à ses vacances dans Exactement. des îles paradisiaques lointaines, c'est pas aussi simple. Je vais casser le mythe. Les frais de notaire ne sont pas en tout cas la rémunération du notaire, enfin pas que la rémunération du notaire. Oui. Dans les frais de notaire qui sont environ de 8%, il y a plusieurs outils sur Internet. Vous pouvez googliser calcul de frais de notaire. Vous pouvez notamment voir sur la Chambre des notaires de Paris. Il y a un simulateur qui est très bien fait, qu'on utilise nous au quotidien pour calculer le montant des frais et qui est un montant assez précis. Oui. Pour que vous ayez, il y a aussi le détail, etc., mais je vais vous l'expliquer. Donc dans les frais de notaire qui sont environ de 8% d'un prix de vente, ils se décomposent à 80% de taxes. Oui. En fait, les notaires sont collecteurs d'impôts. Donc quand vous payez les frais de notaire, vous payez au notaire la totalité des frais et on répartit, nous, notaires, les impôts que vous payez, on les paye directement aux impôts. C'est ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est ça? Exactement. Oui. Donc dans la partie des frais notaires, il y a 80% de droits de mutation qui se décomposent. Donc il y a une partie qu'on délivre à la commune, au département et à l'État. Donc toutes ces petites taxes. Ensuite, il y a 0,8% d'honoraires pour le notaire, qui est le salaire du notaire. D'accord. Ensuite, il y a la TVA. Et ensuite, il y a les frais de dossier pour les documents. Il y a des documents qu'on demande qui sont payants, etc. Oui. Et ce qui constitue la totalité des frais de notaire. Et Bon. quand on appelle les frais, ce sont des provisions. Donc si vous faites le simulateur, c'est une provision qui est demandée. Et généralement, quand on reçoit le titre de propriété, la copie authentique, comme le disait Florence, le notaire vous rend un petit peu d'argent à la fin, puisque sur la provision, c'est une provision qu'on appelle, et on sait au moment où on publie l'acte au service du fichier immobilier, au centime près ce que ça vous a coûté. Bon, voilà, en tout cas, retenez bien les frais de notaire, 80% de taxes Exactement. sur les frais de notaire. Quels sont les points, Salima, dont vous vous rendez compte avec votre expérience qu'il y a peut-être un déficit de connaissances, d'expérience de la part des particuliers et sur lesquels à chaque fois vous êtes obligé d'insister en disant attention, faites, sur quoi vous revenez ou les petites erreurs ou de compréhension ou d'appréciation que vous constatez? Alors c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, l'achat immobilier ou l'achat de la résidence principale, c'est l'un des plus grands projets dans la vie des Français. Acheter une maison dans laquelle on va vivre ou même un bien immobilier, ça reste un très grand projet. Et c'est vrai qu'il y a énormément de novices sur le sujet parce qu'on n'est pas, c'est la semaine de l'éducation financière, on n'est pas éduqué à avoir les petits tips. Oui. Et savoir quoi regarder quand on achète. Et c'est vrai que la plupart du temps, sur les choses sur lesquelles on revient, nous notaires, c'est la manière dont vous allez acheter. C'est-à-dire que vous soyez marié, pacsé, en indivision ou autre. On va en parler. Voilà, ça c'est hyper important de savoir comment vous achetez. Parce que acheter c'est bien, mais bien acheter c'est mieux. Du coup, il faut bien cadrer ça dès le début. Parce que ça a des conséquences qui peuvent être financières et très très graves pour ceux qui achètent. Donc il y a ce point-là sur peut-être votre situation maritale ou autre, la manière dont vous achetez, et aussi en pratique le fait que les gens ne font pas trop attention aux frais annexes, comme le disait Florence, sur les frais de caution, les frais bancaires.
les frais, la taxe foncière, les charges. Toutes les petites mauvaises surprises qui on peuvent est bien très se rajouter. focus exactement sur... quand on a un coup de cœur, on y va, on fonce et on est très sentimental. Ouais. Mais il y a quand même des frais annexes qu'il faut anticiper, hormis le prix de vente et les frais, qui sont des coûts et qui vont devoir être supportés à un moment donné. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner là-dessus, c'est d'anticiper au maximum et de bien calculer le coût d'une acquisition de manière très globale. Très globale, et c'est vrai, vous l'avez souligné, on est dans un état psychologique où l'affectif le dispute au rationnel, justement, un peu dans la continuité de la question précédente. Est-ce qu'il y a une checklist de 3-4 choses à faire ou à garder en tête pendant le processus d'achat ? Alors, pour vous faire juste un petit rappel, entre le moment où vous faites l'offre d'acquisition et vous devenez réellement propriétaire, le délai classique, il est de 3 mois. Ouais. Donc, c'est un délai qui est assez court, pendant lequel on vous donne beaucoup d'informations. Vous êtes un peu compressé dans le process, et c'est vrai que ça va très vite. Et c'est beaucoup d'informations qui sont parfois complexes parce que c'est parfois juridique et parfois compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Réellement, il n'y a aucune question bête que vous les posiez à l'agent immobilier, à la banque ou au notaire. Posez les questions à n'importe quel moment du processus. 3 mois, c'est rapide, mais c'est quand même parfois aussi long. Ça, c'est une des petits tips, des petites checklists à avoir. Exactement. Ouais. Et l'un des autres tips, comme l'a dit Florence, je rebondis, c'est le fait que vous puissiez valider en amont votre financement et savoir sur quel montant vous pouvez aller, que ce soit pour le financement ou autre. Parce que partir à l'aveugle et faire une offre, il faut... Là, ça c'est prendre des risques un petit peu. Exactement. Il faut vraiment qu'en amont, vous puissiez travailler avec la banque et bien vérifier votre capacité d'emprunt pour savoir là où vous allez. Il y a un conseil à donner, c'est vraiment celui-là. Et en troisième point, c'est vraiment, par exemple, pour les gens qui achètent en copropriété, de bien visiter toutes les parties communes. Ouais. Parce qu'on se dit, j'achète un appartement au 2e étage et la vue sur la Tour Eiffel, c'est magnifique. Alors oui, mais vous devenez propriétaire en achetant un appartement d'une partie. On n'a pas vu l'escalier du 3e et du 4e qui tombent en ruine, c'est ça ? Exactement. Vraiment, même si vous n'achetez pas de cave, allez voir les sous-sols, allez voir... il faut monter à tous les étages, ne pas forcément prendre l'ascenseur, bien visiter, poser les questions aux voisins, mener un peu une petite enquête sur l'immeuble dans lequel vous achetez pour éviter toutes les mauvaises surprises qui peuvent arriver par la suite. Ouais, voilà des conseils utiles et on a plein de questions qui tombent. On va essayer d'être bref parce qu'on est submergé par le succès. Voilà, c'est la rançon de la gloire. Cédia nous demande quelle est la différence entre un compromis de vente et une promesse de vente ? Alors, c'est un peu la question classique et récurrente. Le compromis de vente est l'acte qui engage l'acheteur et le vendeur. Et la promesse de vente, qui est un acte signé devant le notaire, n'engage que le vendeur. D'accord. Et le compromis de vente, vous pouvez le signer devant une agence... à l'agence immobilière directement. Bon, ben voilà. Question, je sais que vous l'adorez, celle-là, parce qu'on a déjà parlé. Vincent, y a-t-il un intérêt de créer une SCI pour l'acquisition d'une résidence principale ? C'est la question actuelle. C'est toujours un copain qui vous dit « Mais attends, crée une SCI pour acheter ta résidence principale ?» C'est un peu à la mode la SCI, il faut faire très attention parce qu'il faut qu'elle soit vraiment utilisée à bon escient. Moi, personnellement, je la déconseille pour la résidence principale si elle n'a pas un attrait patrimonial. Si c'est pour être à 2 dans une SCI pour acheter une résidence principale, ça n'a pas d'intérêt. D'accord. La SCI, c'est un outil patrimonial sur lequel il faut vraiment réfléchir et être accompagné du notaire, d'un conseiller de gestion de patrimoine, de votre expert comptable. Ne faites pas des SCI à tout va pour dire que vous avez des SCI parce que ça a des impacts patrimoniaux et financiers qui peuvent être importants. Donc pour la résidence principale, c'est à prendre avec des pincettes quand même. Bon voilà, c'est pas forcément nécessaire, ni même forcément utile de créer une SCI. Pip, qui nous a posé une question qui recoupe un petit peu celle que j'ai et qui doit être là aussi dans la tête de beaucoup des gens qui nous regardent. Est-ce que c'est mieux d'être marié si on achète une maison en couple ? Que se passe-t-il si l'un du couple décède ? Si on n'est pas marié ? Si on achète et on est marié, si un du couple fournit la plupart de l'argent pour acheter, que se passe-t-il en cas de divorce ? Doit-on partager le produit de la vente de la maison 50-50 ? Alors, il y a 14 questions en une. On va essayer peut-être de... Et j'ai une question de Céline. Peut-on acheter en nom propre lorsqu'on est marié sur le régime de la communauté de biens ? Alors, c'est presque un webinaire dans le webinaire. On va peut-être pas tout faire ce soir, tout détail, mais peut-être là aussi quelques grands principes à avoir en tête sur la situation matrimoniale quand on achète. Alors, la situation matrimoniale, c'est l'un des points que vous devez valider en amont. Et c'est pour ça que quand je vous dis que le notaire doit intervenir en amont, c'est vraiment un point essentiel pour que vous sachiez qui devient propriétaire au final et qu'est-ce qui se passe surtout en cas de décès ou en cas de divorce.
Donc c'est un peu du cas par cas. Donc n'hésitez pas à poser la question, mais c'est vrai que nous les notaires, on a le réflexe de dire aux clients, attention, vous n'êtes pas marié, vous allez être en indivision. S'il y a un décès, vous n'êtes ni marié ni pacsé. Il peut y avoir des impôts qui sont très importants à hauteur de 60%. On essaie de vous driver, de vous conseiller pour que vous puissiez vous protéger vraiment. C'est vrai que le mariage est la chose qui protège le plus en termes de protection matrimoniale. Mais il y a d'autres situations, le PACS ou même le concubinage, on peut se protéger autrement. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Donc n'hésitez pas à en parler à un professionnel pour que vous puissiez être conseillé au mieux sur les modalités d'acquisition. Je retiens quand même qu'il faut, on peut être prescripteur, mais qu'il faut quand même un peu formaliser sa relation quand on va acheter un bien quand même. Hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Bon, on a une question de Marilyn. Comment inclure les frais de notaire dans le montant de l'achat pour la demande de prêt? Alors, je ne sais pas si c'est à Florence ou à Salima que je la pose, celle-là. Comment inclure les frais de notaire, je la repose, dans le montant de l'achat pour la demande de prêt? Donc je pense que elle veut savoir, mais on sait que c'est 8%, c'est ça en gros? Oui, alors c'est vrai que dans les compromis ou les promesses, on met le prix de vente, ensuite les frais. Après, c'est dans le cadre de la demande de crédit, je pense, qu'il faut voir si la banque peut financer et le prix et les frais, c'est ce qu'on appelle un peu être financé à 110%. Mais ça, je pense aussi que c'est au cas par cas. On fait ça? On le fait. On peut le faire, tout à fait. C'est inclus en fait dans le montant d'emprunt. Il est calculé automatiquement, donc à un proxy à 7,80%. Bon, ben voilà. C'est assez rare parce que du coup, il n'y a pas toutes les banques qui financent le prix et les frais. Donc si Boursorama le fait, je vais défendre votre paroisse. Mais en tout cas, pour les clients, c'est vrai que pas toutes les banques le financent et demandent systématiquement un apport qui est généralement du montant des frais d'acquisition. Oui. Et du coup, si vous le faites, c'est important de le souligner. C'est très important de le souligner. Bon, voilà pour l'acquisition de la résidence principale, côté financement, côté notarial. On aura appris beaucoup de choses ce soir. Vous pouvez bien sûr, là encore, je le dis, continuer à poser vos questions. On aura encore un petit temps après la présentation pour y répondre, mais on va s'intéresser aussi à un autre type d'investissement immobilier. Ça ne se résume pas forcément à la résidence principale. On peut aussi investir dans des SCPI. On parle aussi de pierre-papier, mais de quoi parle-t-on au juste? Ça tombe bien, j'ai Nicolas Van Danen pour m'expliquer tout ça. Alors les SCPI, d'ailleurs, pour commencer, SCPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Ouf, ça va, on reste dans la thématique. On reste exactement dans la thématique. Alors ce qui est important de se dire, c'est que c'est un produit qui est encadré. Encadré par l'autorité des marchés financiers, donc c'est un produit d'épargne immobilière qui a quelque part parfaitement trouvé sa place dans le paysage des produits d'investissement en France. Ça, c'est un point qui est important. Pour comprendre le fonctionnement de ce type de produit d'investissement, c'est assez simple. Vous investissez dans un produit qui vous permet de devenir copropriétaire d'un patrimoine immobilier aux côtés d'autres épargnants. Et la philosophie même de ce véhicule, de ce produit d'investissement, c'est ce parc immobilier qui est géré par une société de gestion, par un professionnel. Oui. Donc ceci dit, en passant, on vous exonère des soucis de gestion. Oui. Eh bien, la société de gestion va collecter les loyers pour vous les reverser de façon à ce que vous ayez des revenus complémentaires. D'accord. Donc le principe est assez simple. C'est un produit qui a donc une logique de rendement, un rendement qui n'est pas garanti, c'est important de se le dire, mais quand même une philosophie où on a envie de verser un rendement stable, pérenne dans le temps. Donc comme c'est un produit d'investissement immobilier, c'est important de se dire que c'est un produit d'investissement de long terme. Oui. Et chez Sofidy, on aime dire que c'est un produit d'investissement de très long terme. Ça, c'est un point qui est important. Et là, je vous pose toujours la question, c'est quoi le très long terme? Alors le très long terme, c'est propre à chacun, mais globalement, c'est à minima 8-10 ans, voire plus. Oui. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 22 ans la durée de détention moyenne des SCPI en France. Donc voilà, et parfois même transgénérationnel, puisqu'on se retrouve à avoir des épargnants qui, dans le cadre de succession, détenaient des parts de SCPI et qui, ces parts de SCPI rentrent dans le cadre de la succession. Voilà, là on a une meilleure idée de ce qu'est le très long terme. Justement, Nicolas, puisqu'on vient d'évoquer l'achat de sa résidence principale, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que l'achat de SCPI, ça se fait avant, en parallèle, plutôt après ? Alors, la SCPI, c'est un outil patrimonial de long terme, comme je viens de le dire. C'est quelque part un petit peu un mini couteau suisse de l'immobilier. Oui. Mini couteau suisse dans le sens où c'est un produit qui peut s'acheter de différentes façons, qui peut répondre à différents besoins patrimoniaux, à différents objectifs patrimoniaux. Donc, une des étapes importantes, c'est quelque part de se poser, d'être en capacité de se dire
pourquoi je veux acheter des SCPI. Ce n'est pas un produit de grande consommation. On doit véritablement faire cette démarche-là parce qu'on a identifié un besoin, parce qu'on est quelque part, on a envie d'aller, oui, s'exposer sur de l'immobilier, mais avec une vraie logique. Et si on a fait cette analyse-là, bien en fonction de sa situation personnelle, on peut soit le faire avant l'achat de sa résidence principale, soit en même temps, soit après. Mais c'est quelque part cette démarche, se poser ces bonnes questions-là au préalable qui permettra de se dire, oui, en fonction de ma situation, ça a du sens, c'est cohérent, ou alors ça n'en a pas, il vaut mieux attendre. Voilà, c'est ces éléments-là qu'il faut véritablement prendre en compte. On a parlé du marché de l'immobilier, Nicolas, en début de webinaire. Les gens qui lisent la presse savent que les SCPI ont traversé aussi des remous. Comment elles se positionnent, comment elles se portent à l'issue de cette année 2023 et en ce démarrage début 2024 ? Alors effectivement, on a connu ces 12, 18, peut-être 24 mois, des marchés qui ont été un peu chahutés dans un contexte macroéconomique où les taux, et on vient de l'évoquer tout à l'heure en introduction, quand on parlait des taux de crédit, ils ont fortement augmenté. C'est la traduction d'un marché, d'un contexte qui s'est tendu, notamment avec la guerre en Ukraine et d'autres aspects. Et ce phénomène-là a eu un impact direct sur l'immobilier, c'est venu quelque part bousculer, secouer l'immobilier, la valeur de l'immobilier. Donc les SCPI qui investissent dans de l'immobilier, ce qu'on appelle l'immobilier d'entreprise, donc là on se parle plus de résidentiel, on se parle plutôt d'immobilier typiquement des actifs de bureau, des actifs de commerce, de logistique, des murs d'hôtel. Eh bien, il y a eu un impact, ça a été chahuté et on a pu voir certaines SCPI avoir des prix de part évoluer. Évoluer dans le sens à la baisse. Quelque part, j'ai envie de voir le verre à moitié plein. Après avoir connu une quinzaine d'années un peu euphoriques dans un contexte de taux très très bas, finalement, ça a permis aussi de remettre en lumière que l'immobilier, c'est pas quelque chose de magique, ça emporte aussi un peu de risques, et ces risques, il faut les mesurer, il faut bien les comprendre, et c'est venu un petit peu assainir finalement le contexte qu'on a connu. Donc il y a des SCPI qui ont été malmenés, d'autres qui s'en sont bien sortis. C'est aussi la façon ça vient mettre en lumière quelque part les vertus de ces véhicules qui quelque part vont venir mutualiser le risque. Quand on dit mutualiser le risque, et ça c'est un des éléments importants dans les SCPI, c'est que si vous faites du locatif en direct, vous avez un seul locataire. Donc là, le locataire soit part, soit vous fait quelque chose de pas très sympa, eh bien vous êtes directement à 100% impacté. Les SCPI ont des dizaines, des centaines, parfois des milliers de locataires. Et là, le risque, s'il y a un locataire qui s'en va sur 1000, forcément l'impact, voilà, c'est beaucoup plus gérable. Et dans ce contexte-là, ça a permis aussi aux SCPI de se comporter et de faire la démonstration que sur du long terme, sur du très long terme. J'allais dire, si on replace ça effectivement 2 ans, 3 ans de difficulté sur du très long terme, tout de suite ça aide. C'est fondamental et elles font la démonstration qu'elles ont cette capacité à enjamber les cycles immobiliers et à délivrer cette fameuse performance qui ne faut encore n'est pas garantie, mais à être là, à être au rendez-vous. Bon, si je me place du côté de l'investisseur individuel qui voudrait se lancer sur ce type de support, quelles sont les choses que je dois avoir en tête? Les frais, la durée de détention, le rendement espéré, je veux tout savoir. C'est d'ailleurs la question de Julia aussi, elle veut tout savoir. Concernant les SCPI, comment bien choisir ces SCPI, à quoi faire attention si on veut investir une belle somme, nous dit-elle. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, derrière la question, il y a un élément qui est central, c'est qu'avant d'investir, il faut bien comprendre la SCPI, il faut bien comprendre le produit dans lequel on investit. Et bien comprendre, il y a plein de choses à bien comprendre. Je pense que, je vais répéter une fois encore, déjà le premier élément, c'est l'horizon d'investissement. C'est être quelque part convaincu qu'on fait cet investissement-là, pas pour se faire plaisir ou parce que son voisin en a parlé. Il m'en faut aussi. Voilà. Non, il faut que ça ait véritablement du sens. Et au travers du sens, c'est prendre bien conscience qu'on est là sur du très long terme, qu'il y a des risques. Et ces risques, il faut bien les connaître. Prendre des risques, pourquoi pas, mais bien les connaître, c'est naturellement mieux, ça évite les mauvaises surprises. Donc ça, c'est un point fondamental. Comprendre les frais également. Les SCPI, ça reste de l'immobilier. Donc l'immobilier, ça ne se fait pas sans frais. Il y a toujours un peu de frais. Il y a, à l'instar des frais de notaire, il y a des frais également sur les sur la gestion, sur les opérations. Exactement. Donc c'est important de les comprendre, toujours dans l'optique de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et j'en reviens toujours à cette approche quelque part un peu patrimoniale. C'est bien analyser sa situation personnelle, bien comprendre pourquoi, dans quelle logique on veut acheter des parts de SCPI. Et une fois qu'on a pris ce recul-là,
logiquement, on devrait avoir trouvé les bonnes réponses et éviter les mauvaises surprises. Bon, on parlait financement de SCPI un petit peu plus tôt. Beaucoup de montages proposent justement l'investissement des SCPI en souscrivant un crédit, ce qui permet d'investir à la fois une plus grosse somme et puis en défiscalisant des intérêts d'emprunt. Est-ce que cette façon de faire, elle reste pertinente selon vous dans le contexte actuel ? Alors, c'est effectivement une des capacités, une des façons d'acheter de la SCPI. On peut se poser la question de la pertinence eu égard au niveau de taux actuel. C'est ça. Je pense qu'il faut aller un cran plus loin au niveau de cette question-là. Quelque part, et la vertu première d'acheter des parts de SCPI à crédit, c'est profiter de l'effet de levier du crédit pour se constituer un patrimoine. On n'a peut-être pas forcément énormément d'épargne à investir à l'origine. On a peut-être une petite capacité d'emprunt. Les SCPI délivrent du rendement qui viennent quelque part augmenter vos revenus et donc votre capacité d'emprunt. Et ça permet de se constituer sur 10, 15, 20 ans un patrimoine à terme qui, lorsqu'on aura pu les échéances à rembourser, on aura un patrimoine qui vous fournira des revenus complémentaires. Donc, dans cette logique-là, ça reste effectivement toujours pertinent et il n'y a que l'immobilier qui propose quelque part cette capacité, avec l'effet conjugué à l'effet de levier du crédit, de vous constituer from scratch, à partir de rien, un patrimoine. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, on vient de le souligner, les taux rebaissent un peu. Donc, quelque part, ce différentiel qui existe entre le rendement de la SCPI et les taux d'intérêt fait que on retrouve effectivement un intérêt supplémentaire pour utiliser cette possibilité-là. Question aussi un petit peu plus technique peut-être pour peut-être les plus débutants qui nous regardent, mais qui a son intérêt. Dans quelle enveloppe on peut loger aussi des SCPI ? Ou est-ce que ça a un intérêt là aussi ? Alors oui, ça a un intérêt patrimonial, ça a un intérêt fiscal. Les SCPI, on peut les souscrire soit en direct, donc directement vous avez la capacité, vous avez de l'épargne, vous achetez des parts de SCPI pour avoir un revenu complémentaire immédiat. Vous n'en avez pas forcément, vous faites une opération à crédit et vous pouvez également acheter des parts de SCPI à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie pour bénéficier des avantages que cette enveloppe procure sur le plan fiscal, sur le plan successoral également, et je crois que c'est le cas chez Boursorama. Donc il me pique mes transitions. Non, pour la peine, je vais vous poser une question avant. Virginie nous demande, y a-t-il un montant minimum pour investir via les SCPI ? Alors, un des atouts des SCPI, c'est quelque part pouvoir mettre le pied dans l'immobilier à moindre coût, à moindre frais. Les tickets d'entrée sont faibles, généralement autour de quelques centaines d'euros. Vous pouvez acheter des parts de SCPI et à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, c'est encore parfois moins élevé, à partir de 50 ou 100 euros. Vous pouvez acheter ces fameuses parts de SCPI à travers d'un contrat d'assurance vie. Alors oui, il a soufflé ma transition, effectivement. Dans le cadre de Bourse Vie, le contrat d'assurance vie de Bourse Banque, on peut acheter des parts de SCPI et notamment d'une que vous connaissez bien, Nicolas, c'est Immorente, c'est ça ? Immorente, c'est effectivement la plus grosse SCPI que nous gérons chez Sofidy. C'est un véhicule un peu historique, puisque c'est une SCPI qui a 35 ans. Une SCPI qui a fait, quelque part, on parlait de crise, d'un contexte un peu chahuté. Sur les 35 dernières années, il n'y a pas que ces derniers mois qui ont pu être compliqués. C'est une SCPI qui a eu cette force. J'évoquais tout à l'heure le principe d'enjamber traverser les cycles immobiliers. Exactement. Une SCPI ultra mutualisé. Immorente, c'est plus de 2500 locataires. Donc effectivement, quand tout à l'heure on expliquait le principe de la mutualisation, je pense qu'il n'y a pas de fonds immobilier plus mutualisé en France, qui investit dans tous les immobiliers, du commerce, du bureau, de la logistique, de l'hôtellerie, un tout petit peu de résidentiel également, différentes géographies, principalement France, mais aussi quelques pays européens limitrophes de la France pour aller chercher de la diversification un peu partout. Et un produit qui, alors il faut faire attention, il faut regarder les performances passées, mais effectivement, elles ne préjugent pas des performances futures. Pour autant, elles ont le mérite d'exister. Une SCPI qui a délivré l'année dernière un rendement de 5%. Et quand on prend ça sur du très long terme, une fois encore, c'est important, une SCPI qui délivre ce qu'on appelle dans notre jargon un TRI, un taux de rendement interne de 9,37% depuis son lancement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, en moyenne, quelqu'un qui aurait investi dès le départ, il aurait fait plus 9,37% de performance annuelle moyenne. 1 euro investi, au bout de 35 ans, ça se transforme en 21 euros. Donc,
un parcours pas si mal. Pas si mal, il est modeste. Et donc on rappelle qu'on peut souscrire à cette SCPI dans le cadre du contrat d'assurance vie Bourse Vie. Je vous pose quelques questions, Nicolas, qui sont tombées au moment de l'inscription. Petite question fiscalité, on a toujours des questions fiscalité dans le webinaire. Quelle fiscalité des SCPI et l'imposition des dividendes selon les régimes? Là aussi, on va peut-être pas rentrer dans le détail parce qu'à chaque fois, on pourrait faire 1 heure sur ce sujet. Faut-il avoir recours au service d'un comptable ou comment s'en passer? Alors, pas forcément. Pas forcément. Déjà, on peut rassurer. Pas forcément. On a à notre charge, la société de gestion, on délivre à l'épargnant, à l'associé, un imprimé fiscal, un relevé de fiscalité chaque année où on lui explique de manière très pédagogique comment déclarer ses revenus. Oui. Ça, c'est un élément important. Ah oui. Et alors, la fiscalité dépend de chacun, dépend du mode d'acquisition également. Et globalement, si vous avez acheté des parts des SCPI en direct, une personne physique est imposée à l'IRPP, donc le revenu, l'imposition sur le revenu, plus des prélèvements sociaux, en fonction de votre tranche marginale donc, et des prélèvements sociaux par derrière. Très clair. Une question de Valentine, mais c'est un petit peu une question qui n'est pas simple à répondre, parce que là aussi, ça dépend du projet de chacun. Valentine nous dit, vaut-il mieux acheter des parts de SCPI ou un appartement pour le louer? L'investissement locatif standard ou une SCPI? Il n'y a pas de réponse toute faite à ce genre de question. Pas de réponse toute faite. L'un et l'autre ne s'opposent pas forcément. Oui. Tout dépend de l'appétence à quelque part à gérer directement son immobilier, à vouloir peut-être être un peu plus opportuniste. C'est vrai qu'en faisant du locatif, on peut peut-être aller chercher des meilleurs rendements. Une fois encore, le principe de la SCPI, c'est peut-être des rendements un peu moins élevés, mais alors par contre, la logique de la tranquillité. Ah ouais. Exactement. Donc, faire un peu des deux, pourquoi pas. Oui. Ça dépend une fois encore des différentes questions qu'il faut se poser, de son objectif patrimonial, de son horizon d'investissement. Voilà, c'est comme pour l'acquisition de la résidence principale. Quand j'écoute Salima, on ne peut pas arriver comme ça et puis se dire tiens, on va acheter une maison ou des SCPI. Il faut quand même avoir un petit peu bossé avant. C'est aussi un petit peu la morale de l'histoire. Mireille nous demande, peut-on détenir des SCPI dans des banques différentes? Alors oui, on peut détenir des SCPI dans des banques différentes. Et d'ailleurs, les SCPI, on n'a pas l'obligation de les détenir via une banque. Oui, on peut les détenir ce qu'on appelle en direct, directement auprès de l'organisme qui les commercialise, c'est ça? Tout à fait, auprès de la société de gestion qui les gère. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le nominatif. Alors c'est un peu compliqué, mais effectivement, vous les détenez et c'est la société de gestion qui tient le livre où sont inscrits les épargnants qui détiennent des parts de SCPI. Nina, qui nous demande quels sont les risques dans un investissement en SCPI? Alors on le disait, c'est pas un investissement miracle, même si souvent, de manière un peu rapide, on dit c'est l'immobilier sans les risques, c'est pas vrai. L'immobilier garde des risques, les rendements ne sont pas garantis, la valorisation n'est pas garantie et la liquidité, c'est-à-dire le fait de pouvoir revendre son immobilier, on le sait tous, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et non. Donc ça, c'est 86 jours à Toulouse, moi je reste là-dessus. Voilà. Je suis un peu traumatisé par Toulouse et les 86 jours. De cela. Oui. Donc il y a des risques. Pour le coup, ils sont décrits de manière assez exhaustive dans la documentation dont il faut prendre connaissance avant d'investir. Donc on invite bien évidemment tous ceux qui peuvent être intéressés à prendre avant tout connaissance de ces risques-là. Et une fois qu'on a pris connaissance de ces risques-là, normalement, on est éclairé et on peut avancer sereinement dans son investissement. Bon, la liste de questions s'est drastiquement réduite. Est-ce qu'on a répondu à la plupart des questions ce soir? Que me dit-on en régie? On a débordé, mais c'était super intéressant. Oui, mais c'est pas grave. Ils me disent qu'on a débordé en régie. Bon, écoutez, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On espère qu'on vous a apporté la plupart des réponses, qu'on a un petit peu démystifié aussi à la fois l'achat de la résidence principale, côté financement, côté process, et puis aussi l'investissement dans les SCPI. Merci à tous nos experts d'avoir si bien répondu aux questions ce soir. Et puis donc, on arrive au terme de cette semaine de l'éducation financière. Je vous invite encore une fois à retrouver tous les contenus qu'on a mis en ligne tout au long de cette semaine. Et puis, je vous invite à découvrir Bourse au Campus. Vous allez voir, vous pouvez le retrouver sur la page d'éducation financière. C'est une initiative super qu'a lancée Boursorama pour vous permettre de commencer à vous instruire. Et puis après, on peut progresser sur les niveaux, sur l'investissement, sur la bourse, sur les actions, sur les obligations. Le tout est très bien fait avec des vidéos pédagogiques, des petits quiz à la fin et puis vous pouvez comme ça progresser du statut de débutant intermédiaire à confirmé. Alors n'hésitez pas à découvrir cette nouvelle offre, bien sûr c'est gratuit, elle n'attend plus que vous. Merci beaucoup encore une fois à nos experts, merci à vous de nous avoir suivis. Le replay il sera en ligne dès demain, on a tenu le pari toute cette semaine. Très bonne soirée et à très bientôt.